And now, en direct de mon studio, le Spootsman Show. Alors, au menu de cet épisode, on va commencer par un petit coup de gueule. Je pensais vraiment pas en parler aussi vite. Je me suis fait claim le premier épisode du Spootsman Show. Je suis pas content et je vais vous expliquer en détail pourquoi ça me pose un problème. La deuxième partie, beaucoup plus sympathique, les animaux fantastiques. On enchaînera avec les news insolites, les boulettes, l'instant gaming et bien sûr la présentation de la chaîne YouTube de cet épisode. Mais tout de suite, on commence par ce qui me pose problème. Je me suis fait claim le premier épisode du Spootsman Show. Alors, vous allez me dire, c'est pas très grave, tu t'es fait claim le premier épisode du Spootsman Show, tu monétises pas tes vidéos, donc qu'est-ce qui m'a fait avoir ce petit claim ? C'est la vidéo, la partie sur Google Stadia. Alors, effectivement, on va être honnête, un petit peu fair game. J'ai repris la vidéo, j'ai coupé le son et j'ai refait complètement le texte autour pour vous présenter le produit. On va pas revenir sur le succès ou les échecs de Google Stadia. Néanmoins, ce qui me gêne, c'est que toute la vidéo a été forcément monétisée pendant un mois. Alors, qu'est-ce que ça a fait comme conséquence concrètement ? La vidéo a été monétisée dans certains pays, lesquels j'en sais rien. Et donc, quelque part, Google Stadia a récupéré l'intégralité de l'argent. C'est quand même du travail créatif sur 13 minutes de vidéo. On parle là de 2 minutes de vidéo reprise sans le son et tout l'argent part à une personne. Alors, vous remarquerez dans la capture d'écran que je vous ai mis que les titulaires de droits d'auteur, c'est CMA. J'ai essayé de me renseigner, je n'ai littéralement rien retrouvé dessus. Je sais pas qui c'est, a priori c'est une association de content. Bon voilà, vous vous mettez dessus et puis ils claiment les vidéos pour vous. Et alors, ça pose quand même beaucoup de questions. Dans mon cas, est-ce que c'était du fair use ou pas ? Alors, il y a plusieurs problèmes quand vous contestez une vidéo, ou quand une vidéo est claimée, en fait. C'est, le premier point, fair use, qu'est-ce que c'est ? C'est une énorme zone grise juridique. Je vous mets en description le lien d'une vidéo, il est en anglais, parce que je me suis quand même beaucoup renseigné sur est-ce que je pouvais contester ou pas. C'est qu'en fait, le fair use, c'est juste une zone grise juridique. Donc vous savez pas si votre vidéo elle est legit ou pas et vous êtes un petit peu obligé de le faire en vous disant ok, est-ce que je réponds à 3-4 règles de base, est-ce que j'ai bêtement repris la vidéo, est-ce que j'en ai fait quelque chose d'autre. Vous voyez, dans mon cas, j'ai pris la vidéo de Google Stadia, comme je disais, on va être honnête, j'ai pas fait de montage autour de la vidéo, j'ai pas cherché à juste prendre un petit bout, je voulais laisser défiler en fond pour juste appuyer mon propos. Et donc on pourrait se dire éventuellement que dans mon cas à moi, c'était pas complètement du fair use. Le problème qu'on va avoir, c'est qu'est-ce que le fair use ? Quid des vidéos de réaction ? Quelqu'un qui va prendre une vidéo et qui va juste réagir dessus et qui va la mettre en fond, est-ce qu'il a le droit ou pas ? Tout ça, c'est pas dit. Le deuxième problème que j'ai avec ça, c'est que j'ai évidemment contesté parce que je pensais être dans le fair use et comme je disais, c'est une zone grise, on ne sait pas ce qui va rentrer dans le fair use ou pas. Il n'y a pas de règle en fait. Et moi, ça me pose un problème. Il faut qu'il y ait des règles. Si vous me dites, il faut pas qu'il y ait plus de 15 secondes d'une vidéo, je m'y tiendrai. Il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, on vous dit, non, c'est un petit peu au bon vouloir de la personne qui va faire le claim ou pas. Et le deuxième problème que je vois avec ça, c'est les 30 jours de délai de réponse. Ça veut dire quoi ? Concrètement, j'ai contesté et visiblement, sans réponse de l'auteur, j'ai eu ma contestation qui a été validée. Mais pendant 30 jours, et c'est énorme pour un YouTuber qui dépend d'un point de vue revenu de cette monétisation, alors il y a plein de vidéos sur le sujet, je vous invite à aller voir celle de Joueurs du Grenier et autres, ça pose un énorme problème parce que ça veut dire que pendant 30 jours, quelqu'un prend tout le fruit de son travail. Et ça, je trouve vraiment pas ça très correct. Alors, il y a plein d'autres questions que ça soulève, du coup je me suis pas mal renseigné et je me suis dit, mais concrètement, si je fredonne une chanson, le parolier, le compositeur de cette chanson, il a des droits sur cette chanson. Est-ce que le parolier, il va pouvoir aller claim une vidéo où moi je fredonne ? Alors je chante très mal, je vais vous épargner ça, mais est-ce que l'auteur des paroles, il a le droit d'aller poser un claim en disant écoutez, c'est moi qui ai écrit les paroles, il est en train de faire son blé sur moi, et donc je veux récupérer tout l'argent de la vidéo. C'est pas forcément une bonne chose. Il n'y a pas de règle établie. Et ça me pose beaucoup de problèmes à titre personnel. Moi, j'aime bien respecter les règles, je n'ai pas de problème avec les règles, mais il faut les donner. Et alors, quand vous allez chercher à contester la vidéo, vous allez vous retrouver vers tout un tas de messages qui vous expliquent qu'en gros, attention, si vous contestez un peu trop les claims,
On peut supprimer votre chaîne YouTube complètement. Quand vous allez dans les actions que vous pouvez entreprendre pour contester le claim, d'abord on vous explique qu'il faut couper le segment, ou remplacer le titre, ou couper le son du titre, voire remplacer complètement la vidéo, ce qu'on voit pas forcément à l'écran, mais on vous dit jamais comment faire pour être correct vis-à-vis des droits d'auteur. Moi je veux bien être correct, mais il faut des règles, et ça me pose vraiment beaucoup de problèmes. Il n'y a pas de règles établies, je ne le dirai jamais assez. Les messages anxiogènes, même si honnêtement entre le moment où j'ai fait la contestation, c'était en novembre, et en décembre quand je suis retourné faire les captures d'écran, honnêtement les messages sont un petit peu moins anxiogènes. Par contre les règles sont toujours grises. Et donc, où est la prise en compte de la bonne foi? Pourquoi est-ce que d'un coup, quelqu'un peut retirer tout le revenu de votre vidéo et en même temps, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une sorte de cagnotte? Ce serait placé dans un compte sous séquestre, tous les revenus, et dans ce cas-là, suivant le résultat de la contestation, il pourrait y avoir tout simplement, on reverse. Un autre point que je vois avec ça aussi, c'est que, en gros, vous avez une sanction qui tombe avant même d'avoir été jugé. Vous avez une sanction qui tombe alors que les règles sont pas claires. Pour moi, dans ce genre de cas, normalement, il y a ce qu'on appelle les tribunaux. Alors pourquoi les tribunaux c'est important? C'est simple, il y a des débats contradictoires. Il y a la jurisprudence, et là, effectivement, il y a la sanction qui tombe si vous n'avez pas respecté les règles. Et ça, c'est plutôt normal. Mais là, on se retrouve dans un système où on vous impose la sanction, vous pouvez la contester, pendant 30 jours, vous la subissez quand même, et si vous avez gagné, eh tant mieux pour vous. Vous pouvez récupérer la monétisation ou simplement l'enlever dans mon cas sur votre vidéo, et vous allez juste perdre vos 30 jours de contestation. Donc concrètement, vous mettez du Content ID sur une vidéo, vous attendez juste simplement de la claimer. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo que je vous mets en lien, même si elle est en anglais, où l'avocat qui l'a faite explique très bien comment on peut maximiser son revenu avec ce genre de choses. Si la personne en plus qui a claimé votre vidéo, c'est ce qu'il explique dans sa vidéo, vous reconteste le claim, et on est reparti pour 30 jours. Donc grosso modo, il peut y avoir jusqu'à 60 jours. Or, si vous regardez les vidéos de tous les youtubeurs, ce qui vous explique en gros, c'est que la monétisation de leurs vidéos, pour eux, c'est dans les 15 premiers jours. Donc si vous êtes à 60 jours d'une vidéo au niveau monétisation, vous avez perdu tout l'argent de votre vidéo. Et alors, ça, pour moi, c'est vraiment un système injuste et ça me pose beaucoup de problèmes. Alors je l'aurais dit une fois de plus, moi ce qui me pose problème dans ce cas-là, c'est que vous êtes vu contraint de voir des publicités à un moment où moi je ne cherche pas à monétiser la vidéo, je cherche juste à partager un petit peu dans mes loisirs la création, des formats un petit peu originaux, je cherche encore un peu le ton de la chaîne et on se retrouve directement avec ce problème là où vous vous êtes vu imposer des publicités sur une chaîne qui cherche à décoller. Ça peut être rédhibitoire. Moi je cherche réellement à développer l'audience de la chaîne. Je sais pas où elle va aller, je sais pas c'est quoi son avenir, je pense qu'il y a de très fortes chances qu'elle reste uniquement une chaîne de loisirs pour moi que je fais dans mon temps libre. Le Spootsman Show, c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps, pour lequel j'ai investi un peu aussi, pour avoir ces décors animés, le fait d'avoir la voix animée, tout ça, j'ai investi un petit peu. Je cherche même pas à amortir cet argent, je le fais parce que j'ai envie d'essayer de développer une chaîne YouTube tout simplement, c'est mon seul et unique objectif. Je sais pas c'est quoi l'avenir, mais en tout cas ça ne me paraît pas normal que quelqu'un puisse faire de l'argent sur mon dos alors que on parle de 2 minutes sur une vidéo de 13 minutes et on parle quand même de vidéos qui me prend beaucoup de temps en recherche, en montage pour essayer de me dire comment est-ce que je vais la rendre la plus intéressante, la plus dynamique possible. On parle de tout ça. Mais tout de suite, passons à la suite de notre émission avec les animaux fantastiques et malheureusement une mauvaise nouvelle, quelque chose d'un peu choquant, une fin tragique, la fin d'Olaf, l'ours polaire du zoo d'Amnéville. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Le zoo d'Amnéville était en redressement judiciaire et il n'avait pas les moyens d'envoyer l'ours à l'équarrissage. Donc il est mort de façon naturelle en juillet 2018 et ils ont envoyé
à la déchetterie le 27 juillet 2018. Ça a été signalé aux autorités. Il aura été renvoyé parce qu'il était déjà en état de décomposition. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont tronçonné au retour et on ne sait absolument pas ce qui est advenu de l'ours Olaf. C'est une tragédie de voir une fin pareille pour un animal, hein. Je veux dire, n'importe quel défenseur de la cause animale sera choqué. Je le suis un petit peu, je vous avoue. Je pense qu'à un moment donné, ce ne sont pas juste des bêtes de foire et évidemment c'est fort dommage. Ceci dit, on se rend compte qu'il n'y a pas que l'humain qui peut être cruel avec les animaux. Regardez-moi les bouilles de ces petites bêtes, elles sont magnifiques, elles sont adorables, mais on se rend compte que les loutres de mer aussi peuvent être absolument cruelles, et cette fois avec les bébés phoques, avec pas moins de 19 cas constatés de viol de bébés phoques par des loutres de 2000 à 2002. Alors concrètement, la plupart du temps ça entraîne la mort de ces bébés phoques, c'est horrible, mais ce qu'on apprend aussi dans l'article du Vif que je vous montre à l'écran, c'est que l'origine de ces morts en fait vient dans le mode même de reproduction des loutres, où les mâles mordent les femelles lors du coït, hein, pour être concret, et que ça entraîne quand même la mort de 11% de ces dernières. Alors d'où vient le problème de viol de ces bébés phoques par les loutres? Ça vient aussi de la frustration des mâles loutres, où concrètement ce qu'on apprend en allant lire l'article de Slate.fr qui est référé dans celui du Vif, que les loutres mâles sont des grands frustrés, car seul le mâle dominant peut s'accoupler chez la loutre, et donc comme elles ont tendance à vivre en groupe, vous comprenez bien que ça fait beaucoup de frustrés. On continue cette fois sur ces images de surveillance avec une vidéo beaucoup plus mignonne de ce chien qui visiblement s'ennuie de son maître et qui va attraper la chaise et qui va lui réclamer un petit câlin. Alors bon, vous voyez bien, hein, c'est pris sur les images d'une vidéo surveillance, et donc c'est un petit peu bizarre ce qui est autour. On voit du ketchup, je pense, mais surtout on voit, regarder ça, ce chien qui vient réclamer le petit câlin à son maître, si c'est pas mignon. On continue maintenant avec ce chien de garde extrêmement bien dressé. Il est entraîné à détecter les gestes agressifs des gestes non agressifs. Regardez-moi ça, comment il protège ce petit enfant. Il fait littéralement face à l'agresseur. Il laisse passer le serrage de main qui, lui, n'est pas un geste agressif. Mais dès que l'individu fait un geste agressif, il lui saute dessus. Je vous invite vraiment à aller voir le reste de la vidéo qui est tout aussi impressionnante. Bon, clairement, c'est un chien policier, hein, vous verrez dans la vidéo. Mais honnêtement, c'est vraiment très impressionnant. Et pour finir avec les animaux super-héros, les animaux fantastiques, regardez-moi ce chat qui n'hésite pas à s'en prendre à un ours chapardeur pour aller défendre sa famille. Le chat, ce super-héros. Nous passons maintenant aux news insolites de cette édition, avec une première news vraiment insolite, ce député ukrainien qui décide de gérer son petit plaisir pendant une session du Parlement. Je vous laisse regarder ça, c'est à la fois incroyable et déplorable. On continue maintenant dans les news un peu plus légères et insolites avec ce professeur canadien qui a réussi à se faire payer par l'administration fiscale un déménagement en canoë-kayak. Alors, concrètement, ce qu'il faut savoir, c'est que les Canadiens peuvent se faire rembourser leur déménagement de plus de 40 km lorsqu'ils changent de poste par l'administration fiscale. Et donc ce professeur canadien a décidé de voyager le long de je ne sais plus quelle rivière pour atteindre son lieu professionnel, et il a pu se faire rembourser l'intégralité de ce déménagement. Moi je dis tout simplement bravo monsieur. On enchaîne sans transition avec cette news complètement incroyable. Le monde est vraiment fou. Où est-ce qu'on en arrive à pouvoir faire des attaques à la grenade et se dire que c'est ok? Je vous laisse regarder la vidéo. On voit le cycliste arriver, dégoupiller une grenade et partir. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on voit bien qu'il s'est mis lui-même en danger. C'est complètement fou et On enchaîne maintenant avec les boulettes, mon instant préféré, je vous avoue, j'aime beaucoup les boulettes. Alors, la première, c'est Tesla et l'effet Bonaldi. Alors, pour ceux qui connaissent pas l'effet Bonaldi, hein, c'est le fameux présentateur qui, sur Nulle part ailleurs et Canal+, foirait systématiquement toutes ses démonstrations. Et donc là, c'est Elon Musk qui voit en pleine démonstration la vitre de son Tesla Truck complètement brisée. Alors moi, ce que j'adore dans cette vidéo, décidément, c'est sa réaction, le flegme. Je trouve ça extrêmement drôle, sa réaction. Il le prend avec du recul et du sourire. Je vous laisse regarder ça.
Alors on continue les boulettes avec la manette Gender Neutral de Google Stadia, et oui, il fallait pas me claim ma première vidéo, c'était évident que j'allais en mettre une petite. Et alors, pourquoi est-ce que c'est n'importe quoi? Le Google VP Head of Stadia, Phil Harrison, a insisté sur le fait que cette manette était moins masculine que les manettes de certains de ses concurrents, et du coup, ils se sont fait aligner par les LGBT, ce qui est plutôt normal. Personnellement, je vois pas pourquoi il faudrait introduire une différence en disant ah cette console est plus féminine ou pas. On aime le jeu vidéo ou on l'aime pas, mais le gender neutral c'est une vaste connerie et c'est bien fait pour eux. On finit maintenant cette section des insolites avec un guichet un peu trop généreux à Marseille. Le guichet donnait 2 fois plus d'argent que vous en demandiez. Alors concrètement ça s'est passé dans le quartier du Merlan, dans le 14e arrondissement de Marseille. Le distributeur est devenu fou. Bon concrètement c'est un bug, hein, on va pas se mentir, mais c'est un bug qui a fait beaucoup d'heureux et qui a dû nécessiter l'intervention de la police pour garder le distributeur fou. On continue maintenant avec l'instant gaming, et cette news qui m'a vraiment laissé pantois, c'est dans un train entre Zurich et Bâle, cet adolescent qui n'a aucune limite et qui prend sa télé pour aller jouer dans le train à Fortnite et continuer sa partie. Alors ce qui est fou dans l'article que je vous montre, c'est que en fait il y a un monsieur un peu âgé qui s'est levé et tout le monde pensait qu'il allait lui demander un peu de se calmer, mais pas du tout. Il s'est posé avec et il a fait une petite partie avec lui. Et alors ce qu'on apprend à la fin de l'article, c'est que vraiment l'adolescent est complètement sans gêne. Concrètement il a regardé un film sans écouteurs, sans rien par la suite. Donc là bon, on a dépassé toutes les limites du raisonnable. Le gaming c'est bien, mais à la maison ou alors sans emmerder le monde. On conclut cette petite section instant gaming avec un petit peu d'autopromo comme la dernière fois. Alors je vous invite vraiment à aller voir la playlist Star Citizen, il commence à y avoir beaucoup de vidéos dessus, notamment ces derniers temps j'ai abordé la 3.8, ses apports, Microtech, la génération procédurale des planètes et aussi le procès de Cloud Imperium Games CIG contre Crytek. Où en est-on? Où en sommes-nous? Je vous invite à aller voir la vidéo. On continue maintenant avec cette dernière section du Spootsman Show, la présentation de la chaîne YouTube de l'épisode avec Confession d'Histoire. Alors Confession d'Histoire, c'est vraiment une chaîne qui a peu de vidéos, peu d'épisodes, mais d'une très grande qualité, une qualité professionnelle. Les acteurs sont des professionnels, la personne qui tient cette chaîne est un professionnel de l'image. C'est autour de l'histoire. Si vous aimez l'histoire, je vous recommande vraiment d'aller le voir. Le ton est humoristique, c'est extrêmement bien documenté et c'est très drôle. Personnellement j'adore, j'ai hâte qu'il y ait un prochain épisode. Alors comme l'explique l'auteur de la chaîne, ça lui demande beaucoup de travail et ça demande aussi beaucoup de travail pour la réalisation. Il fait ça de manière professionnelle dans des studios et j'ai vraiment hâte de voir le prochain épisode. Je trouve que c'est une chaîne magnifique et ça montre qu'il peut y avoir de la création d'extrêmement bonne qualité sur YouTube. Cette vidéo touche à sa fin. Je voulais vous remercier d'avoir regardé jusqu'au bout. Je voulais aussi vous inviter à aller voir les autres vidéos de la chaîne, notamment les créations de Piu Piu. Piu Piu aime le dessin et je vous montre en fond le dessin du Joker qu'elle nous a réalisé. Je voulais aussi vous remercier tous ceux qui ont regardé toutes les vidéos au cours de l'année. Je suis super content de pouvoir dire qu'au 30 décembre, on avait atteint 100 heures de visionnage sur la chaîne. Mon objectif, c'est de doubler ça pour cette année. Je voulais aussi vous souhaiter une bonne année à tous. N'oubliez pas de laisser un commentaire sous les vidéos, ça me fera plaisir, ça aidera la chaîne. Mettez un petit like si vous avez aimé et n'oubliez pas de souscrire pour avoir plus de vidéos. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.